bonsoir à tous. Donc, merci d'être venus. Ce soir, on a deux historiens. Alors, notre invité principal, Edem Elden, que je vais présenter, et puis un fellow. Maintenant, vous connaissez le principe pour ceux qui sont familiers. Un fellow qui est en résidence à l'IEA, l'Institut d'études avancées. Je m'excuse de le répéter, mais il y en a beaucoup qui confondent avec l'IAE, qui est l'Institut d'administration des entreprises. Et donc, on reçoit des fellows pendant l'équivalent d'une année universitaire. Ils viennent du monde entier. Et donc, Michael vient des États-Unis. Alors, Edem Elden, il est professeur d'histoire à l'université de Boğaziçi à Istanbul. Et il est spécialiste du commerce français et de l'histoire économique et sociale ottomane au XVIIIe et XIXe siècle. C'est d'ailleurs le thème, enfin la problématique de sa thèse qu'il a soutenue à l'université de Provence, qui portait sur l'activité commerciale française, donc, et sur les relations dans la capitale ottomane, bien sûr, et sur les relations entre Istanbul et Marseille. Il est, comme vous savez, professeur invité au Collège de France, et il est professeur, il a occupé de nombreux postes de professeur invité, alors en Californie, mais pas à San Diego, où est Michael, à Berkeley, à l'Université de Columbia, à Harvard, plus près de nous à Munich, et à Paris, à l'École pratique des hautes études, et à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, il nous parle ce soir de la Turquie, comme vous avez vu dans l'invitation. Il insiste sur le fait que le passé turc n'est pas qu'ottoman et que l'histoire ottomane n'est pas que turque, ce qui fait un peu de complexité, mais il va nous éclaircir là-dessus. Vous parliez l'ottoman dès l'âge de 5 ans. J'ai lu ça dans votre biographie, si elle est exacte. Je l'écrivais. Le parler, c'est du turc, en fait. Bon, alors, c'est pas une langue à part. Bon. Et vous avez cette formule, juste pour introduire, la Turquie est cliomane et cliopathe. C'est des néologismes que vous avez créés pour dire à la fois qu'elle est folle et malade d'histoire. Ouais. Voilà, donc vous éclairerez cette formule qui nous interpelle. Et ce soir, vous nous parlez de la dérive autoritaire en Turquie, rupture ou continuité. Michael Provence, je le présenterai tout à l'heure. Alors, il parle en anglais, mais vous aurez la traduction simultanée du propos de Michael. Je vous en prie. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur et un grand plaisir que d'être ici, et j'en remercie les responsables de l'IEA, Pierre, Alain, et Samuel qui est absent, mais qui a été à l'origine de cette invitation. Un rappel tout de suite, je suis historien, et non pas journaliste ou politologue. Ce qui veut dire en gros que je n'aime pas vraiment parler du présent, mais plutôt du passé. Et que, par conséquent, je ne parlerai probablement pas de la question d'où va la Turquie, mais plutôt de la question de d'où vient la Turquie. Et par conséquent, mon point de vue sera celui d'un historien qui se penche sur le problème universel des ruptures et des continuités. Pour ne rien vous cacher, je pense que vous l'aurez deviné, lorsque je parle de cette dérive autoritaire, c'est-à-dire de la situation politique actuelle en Turquie, je penche plutôt du côté des continuités. Et par conséquent, ce que je vais essayer d'exposer ici, c'est les raisons de ces continuités, c'est la dimension structurelle, en quelque sorte, de l'autoritarisme en Turquie, ce qui me permet d'éviter quelque chose qui est très journalistique et très politique, c'est de considérer que le cas Erdogan, Erdogan étant le nom du président de la République accusé de tous les maux, et notamment de cette dérive autoritaire,
est seul responsable de cette dérive autoritaire, c'est-à-dire de voir en lui un phénomène qui vient interrompre un cours normal de l'histoire, une sorte de vision progressiste et progressive de l'histoire de la Turquie comme celle d'une démocratisation qui serait tout d'un coup interrompue par la volonté, l'ambition politique d'un homme et de son parti qui le suit plus ou moins aveuglément. Au contraire, je vais essayer de montrer que, évidemment, Erdogan est responsable de toutes sortes de choses, c'est-à-dire que c'est un acteur politique qui est très présent sur la scène politique en Turquie depuis les années 90. Il est au pouvoir d'une manière ou d'une autre depuis 2002, 16 ans. Mais il reste quand même, dans la vision d'un historien, un épiphénomène, un phénomène marginal, si vous voulez, dans une vision plus globale, plus de plus longue durée, d'une tendance de la politique turque depuis la fin du XIXe siècle à épouser des formes d'autoritarisme qui, à mon avis, ont leur source dans le règne d'un sultan particulier, Abdülhamid II, celui qu'on a appelé le sultan rouge, et qui a régné de 1876 à 1909, qui a instauré un régime autocratique extrêmement efficace, et qui, pour moi, est en quelque sorte le fondateur, le père fondateur de la Turquie moderne, de l'État turc moderne, avec tout ce qu'il a de plus problématique et de plus profond et de plus sombre dans son caractère. Donc, je vais essayer autant que possible de prendre mes distances d'une analyse purement politique, purement actuelle, essayer de retracer un peu ce siècle et demi pratiquement d'histoire et vous montrer, vous démontrer ce qui, dans le règne d'Abdülhamid, me semble avoir marqué profondément la culture politique, la pratique politique en Turquie, au point de déteindre sur la plupart des régimes successeurs, que ce soit les jeunes Turcs, qu'on appelle parfois les unionistes, les kémalistes, c'est-à-dire les fondateurs de la République sous la tutelle de Mustafa Kemal, d'où le nom kémaliste, celui qui deviendra en 1934 Atatürk, le père des Turcs, qui est identifié avec la modernité, la laïcité turque, et la suite de cette aventure politique que j'essaierai de décrire, encore une fois, dans le contexte de ces continuités. Alors bien sûr, en tant qu'historien, je suis en train de faire des choses, je vais parler de choses qui me paraissent un peu dangereuses, parfois même inadmissibles. C'est-à-dire cette idée que l'on puisse vraiment retracer le présent dans le passé, que l'on puisse comparer des régimes que séparent plus d'un siècle de vicissitudes, de changements, de transformations qui sont, après tout, extrêmement importantes. C'est un raccourci que, justement, les hommes politiques, souvent, empruntent et que je critique toujours. Et je me retrouve dans la situation où, en gros, je vais faire à peu près la même chose. C'est un problème, mais je vais essayer de le gérer. Un autre problème, c'est que je me plains justement de ce que la politique turque, depuis, en tout cas la République, s'est nourrie d'histoire. C'est-à-dire, et c'est là que je parlais l'autre jour au Collège de France de cliomanie et de cliopathie, la folie de l'histoire et la maladie de l'histoire, cette vision qui est un peu familière à ceux qui ont travaillé sur le XIXe siècle en France, par exemple, où l'histoire devient un instrument pour la création de la nation, où on essaye de construire la modernité, la soumission à l'État, la citoyenneté et le nationalisme à travers la manipulation de l'histoire. La Turquie a connu ça depuis les années 20, en particulier depuis les années 30, avec des hauts et des bas, des excès,
Un exemple typique est le fait que dans les années 30, le régime kémaliste s'est évertué à prouver que les Turcs étaient les descendants de pratiquement toutes les civilisations anatoliennes que l'on pouvait imaginer. Commencer par les Hittites, les Sumériens, et pourquoi? En gros, pour essayer de prouver la légitimité, le droit de la nation turque à conserver ce que l'on considérait être sa patrie, c'est-à-dire l'Anatolie. Donc ça rappelle, pour ceux qui s'en souviennent, nos ancêtres les Gaulois. C'est un peu le même phénomène, mais poussé à l'extrême, si vous voulez, puisque vous avez un système politique qui est assez autoritaire, dictatorial même, qui va imposer par le système éducatif, par les médias, par la presse, par les publications, va imposer une certaine vision de l'histoire qui est utile pour le projet politique que l'élite kémaliste s'est dessinée. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui a marqué la manière dont l'histoire est perçue en Turquie, et cela continue. Ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que la perception de l'histoire est en grande partie influencée, impactée par le programme politique ou idéologique de la personne qui s'occupe de cette histoire. Et par conséquent, pour quelqu'un qui est historien et qui par conséquent s'intéresse à l'histoire pour la curiosité, pour le savoir, même pour le plaisir de découvrir le passé, il n'y a rien de plus frustrant que de voir sa discipline, en quelque sorte, violée par la volonté politique, par l'idéologie, qui veut en faire une sorte d'instrument de sa politique, d'instrument de l'intégration de l'individu dans un projet idéologique et politique qui est bien défini. Et par conséquent, ma mission en Turquie en particulier est de mettre à nu ce scandale, cette situation inacceptable, le fait que l'histoire est bafouée, malmenée et qu'elle est instrumentalisée par le politique. Or maintenant, je me retrouve dans une situation où tout historien que je suis et tout autonome que je voudrais rester, je suis obligé de me lancer dans une critique qui est de plus en plus politique de la manière dont cette histoire s'insère, s'intègre dans le grand récit national. C'est quelque chose qui ne me remplit pas de joie, mais que je pense nécessaire et utile, parce que je pense que ce qui manque en ce moment, c'est justement une vision critique de l'histoire pour essayer de sortir de l'immédiatisme, du présentisme de la chose politique. Il faut donner une certaine profondeur, donc il faut jouer avec l'histoire, il faut introduire, ramener l'histoire dans le débat pour la sauver éventuellement de cette pression politique. Autre couleuvre que je dois avaler, c'est l'un de mes chevaux de bataille, lorsque je parlais justement du problème de l'histoire en Turquie, c'était d'expliquer que, et Pierre l'a dit en me citant, que l'histoire ottomane n'est pas que turque et que la Turquie n'est pas un descendant direct de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que la tendance de l'historiographie turque, de la politique turque, de l'éducation en Turquie, de la presse, de la culture populaire en Turquie, à considérer que l'Empire ottoman est une sorte de prélude à l'accomplissement au XXe siècle de la nation turque, c'est quelque chose qui va complètement dans la direction contraire de la réalité historique. Et c'est d'un certain point de vue compréhensible, puisque l'État-nation, et ça vaut pour tous les États-nations, l'État-nation se complaît dans la simplicité, dans un récit simple. Il y a nous, il y a les autres. Il y a la nation, il y a l'histoire de la nation, et cette histoire doit être autant que possible ininterrompue depuis les temps immémoriaux.
Or, l'Empire, c'est autre chose, et surtout l'Empire ottoman qui est un empire à l'ancienne, c'est-à-dire un empire un peu à la romaine, qui n'a pas été constitué dans la modernité, comme les empires coloniaux britanniques ou français au XIXe siècle, mais qui a dû s'adapter, bon gré mal gré, à la modernité à partir du XVIIIe siècle et notamment au XIXe siècle. C'est un empire qui, au contraire, vit dans la complexité, dans la multiplicité, dans la pluralité, pas dans le pluralisme, mais dans la pluralité, et par conséquent, qui est l'antithèse même de l'État-nation. Et l'histoire de l'Empire ottoman, pendant le XIXe et le début du XXe siècle, c'est une histoire assez tragique d'un empire multi-ethnique, multiculturel, tout ce que vous voulez, qui, au fur et à mesure, se constitue en État-nation et fait cela avec le genre de violence que l'on associe avec l'État-nation. C'est-à-dire le refus, le rejet de la multiplicité, de la variété, de la différence, et la constitution, au fur et à mesure, d'une vision, d'une population et d'une religion, d'une ethnie et d'une religion centrale qui seules sont légitimement au centre de cet empire, tandis que les autres deviennent non seulement inutiles, mais en fait dangereux. Et par conséquent, vous avez un processus d'élimination qui commence dès le dernier quart du XIXe siècle. Je crois qu'un tournant, c'est 1876 et les massacres de Bulgarie, qui sont des massacres qui reprennent un peu les massacres à l'ancienne, comme on les a connus à Kio ou au Liban en 1860, mais qui ont déjà acquis quelque chose de beaucoup plus profond dans leur rejet de l'autre, puisque ce sont des massacres qui sont perpétrés dans un contexte où les nationalismes dans les Balkans sont extrêmement présents et où l'Empire commence à répondre à une idéologie qui elle-même est beaucoup plus essentialiste, le nationalisme, et qui par conséquent prend des mesures de plus en plus radicales pour se débarrasser de ceux qu'il juge être un danger à la survie de l'État. Et par conséquent, les massacres des populations arméniennes dans les années 90 sont déjà, à mon avis, proto-génocidaires. On y voit déjà le goût, si je puis dire, de ce qui va survenir quelques 20 ans plus tard, en 1915, c'est-à-dire le génocide, c'est-à-dire l'extermination systématique d'une population par un État qui voit dans cette extermination la seule solution de sa propre survie. Donc, cet héritage de violence est un héritage qui transforme complètement l'Empire en quelque chose qui n'a jamais été, en un État-nation. Et par conséquent, lier la Turquie à cet empire, ça n'est valable que si on tient compte de cette transformation. Et par conséquent, qu'on n'essaye pas d'étendre le monopole, en quelque sorte, de la turcité, de la turquerie, si vous voulez, jusqu'au fin fond de la création de l'Empire ottoman, et que l'on voit que l'Empire ottoman a plusieurs héritiers. C'est un point sur lequel je suis toujours revenu, notamment lorsque j'étais confronté à des historiens d'autres États successeurs de l'Empire, dans les Balkans, en Grèce par exemple, ou alors dans les pays arabes, où vous avez le phénomène inverse. Au fur et à mesure que les Turcs se constituent une sorte de monopole de fait sur l'histoire ottomane en disant que c'est de l'histoire turque, les historiens et les hommes politiques des autres pays successeurs se sont tout simplement débarrassés de cet héritage, l'ont laissé aux Turcs parce qu'ils n'en voulaient pas. Les Grecs appellent ça la turcocratia, 4 siècles de non-histoire. Ils ne veulent pas intégrer dans leur récit national 4 siècles de domination ottomane parce qu'ils jugent que c'est quelque chose qui est externe, extérieur à leur propre histoire.
Alors ça, c'est vraiment la négation de l'histoire, la négation de l'historicité. Et par conséquent, ce qui sauvera à long terme l'histoire turque, c'est la participation à son étude d'autres acteurs que ceux qui revendiquent la lignée turque, ceux qui pourront voir l'Empire par la bande, c'est-à-dire par les provinces, par la Grèce, par la Syrie, par l'Égypte, par la Serbie, par toutes ces régions qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait partie de cet étrange animal qu'est l'Empire ottoman et qui devraient revisiter ce passé avec les instruments de l'histoire moderne, critique, pour contribuer à une vision moins univoque, moins turque de l'histoire ottomane. Et encore une fois, j'appelle ça une couleuvre pour la bonne et simple raison que ce que je vais faire ici va un peu dans le sens de l'unilinéarité de cet héritage ottoman dans sa vision turque. Donc je vous prie de comprendre ça comme une vision parmi tant d'autres, et non pas comme une vision monopolistique de l'Empire ottoman devenant forcément et uniquement la République de Turquie. Alors, si je vais me pencher sur cette continuité, c'est parce que cette continuité, elle revient tous les jours dans la presse, dans la culture populaire, dans les médias. On est sans cesse confronté à cette image, parfois négative, parfois positive, du parallélisme entre la situation actuelle et l'Empire ottoman. Vous avez peut-être un souvenir de la couverture de la revue britannique The Economist, le 8 juin de 2013, où juste après les événements de Gezi, les événements de Taksim à Istanbul, où il y avait eu de fortes manifestations anti-gouvernementales qui avaient été réprimées par les forces de l'ordre et par le gouvernement qui, à l'époque, était dirigé par Erdogan. Il était encore Premier ministre à l'époque. Et l'économiste avait joué sur cette image qui est un portrait de Selim III, souverain, donc monarque ottoman de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et qu'ils avaient utilisé pour caricaturer Erdogan, en remplaçant non pas en le remplaçant, mais en lui donnant un masque à gaz, puisque vous vous souviendrez peut-être que la répression s'était effectuée par le gazage, en quelque sorte, des manifestants, etc. Et puis avec une question très rhétorique, démocrate ou sultan. Alors bien sûr, quand vous posez la question comme ça, il est évident, et que vous l'affublez d'un costume de sultan, il est évident que ce que vous pensez, c'est que ça n'est pas un démocrate et que c'est un sultan. Seulement le problème, ce n'est pas tant cette accusation de ne pas être démocrate, mais c'est l'orientalisme un peu épais de cette comparaison. C'est quand même gratuit. Prendre un sultan et en gros dire que n'importe quel sultan, puisque Selim III n'est pas forcément la meilleure illustration d'un despote éclairé ou pas, et que par conséquent, à partir du moment où vous présentez un leader politique turc affublé d'un costume de sultan et que vous posez cette question, en gros, vous tombez dans le piège de cette vision très XVIIIe siècle, très XIXe siècle, très orientaliste des Turcs barbares, des sultans sanguinaires. Et c'est quelque chose qui n'est pas justifié dans ce genre de caricature. Mais côté turc, vous avez un phénomène qui va exactement à l'inverse de ce que je viens de critiquer. C'est là une revendication systématique du passé ottoman. Et cette revendication, et c'est pourquoi j'insisterai sur ce souverain en particulier, elle se fait
particulièrement par le biais d'Abdulhamid. Abdulhamid II, je répète, le sultan rouge, 1876-1909. Autocrate. Voici un carton très récent. Vous voyez la date, c'est le 10 février 2018. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est un carton que j'ai reçu. Un carton que j'ai reçu pour la commémoration du centenaire de la mort d'Abdulhamid. Il est mort en 1918, donc bien après sa destitution. Et vous pouvez voir, sans comprendre forcément le texte, que il y a une glorification de ce sultan. On utilise son espèce de monogramme, le ayin et le ha. Il y a le symbole de la présidence de la République et il y a le nom de Recep Tayyip Erdogan, le président de la République, qui est responsable en quelque sorte, c'est sous ses auspices que cet événement a lieu. Le lendemain de cet événement, voici ce que titrait la presse turque, une déclaration de Erdogan qui dit, alors je traduis, donc lors de la commémoration du centenaire de la mort d'Abdulhamid, voici les paroles pleines de louanges d'Erdogan. Il était le dernier empereur universel du monde. Abdulhamid. Bon. Alors vous voyez que là, il y a quelque chose qui va à l'encontre de l'image qu'on a généralement d'Abdulhamid. Un monarque assez sombre. D'ailleurs, ce qu'il a de très intéressant, c'est que on ne connaît que très peu de photographies de lui. Il détestait être photographié. Donc, les photos qu'on utilise sont soit des photos à partir de croquis qui ont été faits de son vivant, ou alors c'est cette photo qui date de 1867, alors qu'il était encore prince et qu'il a participé à un voyage de son oncle, le sultan Abdulaziz, en Europe, à Paris et à Londres. C'est une photo qui a été prise à Londres et qui va être recyclée pendant son règne par manque de véritables photos de ce souverain. On sait qu'il était plus ou moins paranoïaque, qu'il avait la manie de la persécution, qu'il ne sortait jamais de son palais. Donc, c'est un caractère assez sombre de l'histoire. Mais surtout, c'est un individu que l'on associe avec une des phases les plus sanglantes de la répression contre les rébellions dans l'Empire ottoman, notamment dans les années 90 contre les Arméniens. Et là, vous avez des images tout à fait typiques de l'assiette au beurre qui adorait croquer Abdulhamid. L'assiette au beurre était quand même une revue très acide, très engagée, et elle se faisait un plaisir de critiquer Abdulhamid par le biais de ce jeu de mots du grand seigneur avec un AI, puisqu'il saignait la population de l'Empire. Et c'est une image qui s'est conservée après sa destitution. Il a été détrôné par les jeunes Turcs en 1909, après la déclaration de la Constitution en 1908. Et voici une caricature parmi tant d'autres, où une caricature ottomane, locale, où le souverain déchu est montré en face à face avec le choléra. Le choléra qui, à l'époque, faisait des ravages dans la population ottomane. Et la légende, c'est en gros que le choléra est jaloux, envieux de la manière dont Abdulhamid avait été capable de décimer sa population. Donc, un empereur qui fait envie même au choléra. Et c'est une vision qui sera conservée, qui sera reprise par la République, puisque la République, en gros, va hériter de la tradition jeune turque, de cette révolution de 1908, et par conséquent va ancrer sa vision de la fin de l'Empire ottoman dans cette perception extrêmement négative d'Abdulhamid, mais des autres sultans aussi, comme étant dégénérés et surtout des autocrates incapables de libérer la population.
Ce n'est que dans les années 1960 que l'on voit poindre un nouveau courant islamiste, conservateur, de droite, avec notamment Necip Fazıl Kısakürek, un historien amateur, qui va se charger de réhabiliter Abdülhamid en 1965 avec cette publication, Abdülhamid, avec des citations où, en gros, il explique que Abdülhamid est le plus grand des sultans ottomans, bien plus important, bien plus courageux que les premiers sultans, Mehmet le Conquérant ou Soliman le Magnifique, parce que eux, ils l'avaient belle puisque ils étaient sultans à une époque où l'Empire ottoman était en pleine effervescence et par conséquent, il participait à un dynamisme qui était inhérent à l'État, tandis que lui a dû gérer pendant 30 ans un empire qui était attaqué de toutes parts et qui était menacé de mort et de disparition, notamment par l'impérialisme occidental. Et c'est donc dans les années 60, à travers un conservatisme plus ou moins islamiste qui commençait à s'insurger contre la doxa kémaliste, que l'Empire ottoman revient et ramené dans la culture populaire. Et c'est un phénomène qui prendra de la vitesse dans les années 80. Après le coup d'État de 1980, avec la présidence de Özal, Turgut Özal, conservateur très religieux et aussi très respectueux de ce qu'il considère être la continuité justement de ce passé turc qui s'étend jusque dans la période ottomane. Dans les années 90, la bourgeoisie turque va se mêler de ça et vous allez voir, dans les années 90, bien des bourgeois tout aussi laïques qu'on peut les imaginer, jouer avec ce passé ottoman, se constituer une sorte de passé mythique qui parfois est extrêmement libéral. C'est là qu'on commence à inventer l'image d'un empire écuménique qui embrasse toutes les religions, etc. Donc l'Empire ottoman est de nouveau perçu comme une sorte d'héritage, de patrimoine qu'il faut mettre en valeur. Et je crois qu'un des signes les plus frappants de ce retour de l'Empire ottoman, c'est ce sapin de Noël un peu kitsch que vous voyez à droite, les armoiries de l'Empire. Les armoiries de l'Empire, il faut savoir que si j'appelle ça un sapin de Noël et un symbole extrêmement kitsch, c'est parce qu'il a été inventé de toutes pièces sous Abdülhamid, justement, pour imiter les monarchies occidentales. On voulait se constituer un peu un passé et une panoplie d'images et de symboles qui pourraient rivaliser avec la modernité des États occidentaux. Donc l'Empire, sous Abdülhamid, se confectionne ce blason, ces armoiries qui vont symboliser l'État, contrairement à la Toura, ce que vous voyez là, attendez, ce que vous voyez là au milieu de ce cercle, c'est la Toura, c'est le monogramme du sultan. Donc vous avez un discours double, si vous voulez, le blason qui représente l'État et la Toura, le monogramme qui représente le souverain. Et ce symbole, redécouvert dans les années 90, va devenir extrêmement populaire, ce qui fait que maintenant, à Istanbul, vous le trouverez partout. Un exemple assez surprenant, c'est cette espèce de barge, cette barque sur la Corne d'Or où l'on vous vend des sandwichs de poissons. C'est pour les touristes locaux, touristes étrangers. Et vous voyez qu'il est décoré de bien des éléments. Alors vous voyez des citations coraniques, le nom de Dieu, le nom de Mahomet en caractères arabes, la basmala, c'est-à-dire
dire au nom de Dieu miséricordieux, etc., en caractère latin, le blason de l'Empire est Flipper, un dauphin. Donc vraiment, on fait dans l'amalgame le plus complet. Et si vous vous baladez un peu sur le web, vous allez voir que les décorateurs vous proposent, pour la décoration de vos intérieurs, des éléments qui sont tirés justement de cette idée de la continuité. Donc, encore une fois, les armoiries de l'Empire, une toura d'un sultan, n'importe quel sultan, parce que ça n'a pas d'importance puisque les gens sont incapables de les lire et de différencier un sultan de l'autre. Ou alors, ce qui est encore plus étrange et très typique de cette synthèse turco-islamique, le croissant et l'étoile avec une écriture en arabe qui reprend la profession de foi islamique. Donc c'est vraiment un doux mélange de symboles qui sont à la fois nationalistes et religieux. Même l'armée, et ce avant l'AKP, avant l'arrivée au pouvoir du parti actuel, avait déjà recyclé de manière assez gauche les armoiries de l'Empire pour devenir un symbole, pour en faire un symbole qui orne les grilles du musée de l'armée. Alors il remplace, si vous voulez, les symboles purement ottomans de la Toura, etc., par un des membres de cet orchestre, de cette fanfare des janissaires. Alors, on frise vraiment la catastrophe avec des monuments du même genre, c'est-à-dire la version en quelque sorte 3D des armoiries, ceci à Bilecik. Bilecik est une ville de la Bithynie qui est fière d'appartenir à cette géographie où l'Empire ottoman est censé être né. Et là, vous avez un monument au milieu d'un rond-point qui reprend les armoiries, les adapte en quelque sorte à une vision tridimensionnelle. Et c'est épouvantable, c'est extrêmement lourd. Et ce qui est bien sûr navrant, c'est qu'ils sont persuadés que c'est un symbole qui remonte au XIVe siècle, c'est-à-dire à la naissance de l'Empire, ne sachant pas que c'est une invention du XIXe et une invention en fait inspirée de l'Occident. Bilecik détient le record des monuments urbains d'un goût épouvantable, puisque vous avez aussi un monument, et tenez-vous bien, c'est un monument au rêve d'Osman. Le rêve d'Osman, Osman est le père fondateur de la dynastie des Ottomans, et selon la légende, il rêve une nuit de voir un platane sortir de son abdomen qui symbolise sa généalogie à venir, donc sa descendance, et la longévité de l'Empire. Alors, vous avez donc une sorte de globe, même pas terrestre, c'est un globe blanc, avec une représentation d'Osman couché dans son sommeil, le tout hissé sur 3 croissants. Ils aiment la tridimensionnalité d'une chose à laquelle ils tiennent, et puis vous avez le platane fiché par-dessus ce truc. Et voilà la dernière édition de cette série de monuments à Bilecik encore, c'est la même ville, et ce que vous pensez être un IYI est en fait un tamga, c'est-à-dire une marque des Kayeux, les Kayeux étant un des clans fondateurs de la turcité, un clan revendiqué par les Ottomans eux-mêmes comme étant leur clan ancestral, et c'est donc cette marque qui est une sorte de cachet qui est représenté ici, encore une fois en 3 dimensions, pour sacraliser en quelque sorte la longévité de cette histoire turque à travers les Kayeux, les Ottomans et la République de Turquie. Pour l'historien,
que je suis un tournant décisif, c'est en 2014, parce que tout ça c'est du privé, ce sont des municipalités, c'est de la décoration intérieure, etc. En 2014, les archives d'État, donc les archives nationales, la section ottomane des archives nationales, commencent à distribuer aux chercheurs leurs documents sur des CD qui sont décorés de leur logo, qui est un logo tout à fait traditionnel turc, républicain, avec le drapeau, etc., mais sur lequel vous voyez tout d'un coup apparaître la Toura d'Abdulhamid. Et là, quand il s'agit des archives, ce sont des spécialistes, ils savent de quoi ils parlent, ils savent de quelle Toura ils se servent. C'est un défi lancé contre la République kémaliste. Et ça, c'est un tournant puisque c'est une revendication officielle par une institution d'État d'une allégeance à l'Empire ottoman par le biais d'Abdulhamid. Et c'est là qu'on commence à voir comment le gouvernement lui-même va utiliser l'image d'Abdulhamid pour se constituer une sorte de généalogie. Un exemple typique, c'est une revue Derin Tarih, l'histoire profonde, tout un programme, qui est tout à fait dans la mouvance du gouvernement et dont le but est en gros de produire de l'histoire pour un lectorat qui est pieds et poings lié au turco-islamisme du gouvernement, et de leur donner de quoi lire qui va dans le sens justement de cette confirmation de la continuité. En 2013, le numéro 11 de la revue arbore déjà un portrait d'Abdulhamid avec une citation de Necip Fazıl, cet historien amateur qui en 65 avait commencé la réhabilitation du sultan, en disant, alors ça c'est d'une profondeur, comprendre Abdulhamid, ce sera comprendre tout un programme. Donc c'est une promesse en gros que le jour où nous rétablirons la vérité sur Abdulhamid, c'est cette idée de la martyrisation, de la victimisation, du fait qu'il a été maltraité par l'histoire et par la République, lorsque on aura dépassé cela, nous comprendrons tout. Une année et demie plus tard, la même revue reprend le même portrait, mais cette fois-ci, il rajoute celui du président, avec une qui est un peu différente, puisque là, il y a une sorte de rime interne entre Abdülhamid'in direnişi, la résistance d'Abdulhamid, Yeni Türkiye'nin dirilişi, la résurrection de la nouvelle Turquie. Alors là, vous comprenez maintenant de quoi il s'agit. Abdulhamid est ce sultan qui, contre vents et marées, malgré l'impérialisme, malgré les ennemis intérieurs, que ce soit les Arméniens, les jeunes Turcs, les sionistes, a tenté de résister à tous ces ennemis, a échoué, mais reste un héros victimisé, puisque la victimisation est quelque chose qui a énormément de valeur dans la politique turque. C'est un héros, mais c'est aussi une victime. En revanche, Erdogan est quelqu'un qui, en gros, achève le travail d'Abdulhamid, puisqu'il opère la résurrection de la Turquie, ce qui veut dire, en gros, que l'intervalle de la République kémaliste était une sorte de mort de la Turquie, puisque la République avait renié ses attaches avec Abdulhamid. En reprenant cet héritage, Erdogan renoue avec le passé et voilà, le tour est joué. Mais là, quand on sait à quel point la presse en général et cette revue en particulier sont proches des préoccupations du gouvernement, on comprend que c'est un message qui est voulu par le gouvernement. Donc depuis, c'est une... Alors, j'avais parlé de clioré, pour parler de l'histoire dont on abuse. Là, c'est une hamidorée. Alors, Hamid est partout, et vous avez de dignes descendants du sultan, une certaine Nilhan Osmanoğlu qui fait fortune ou essaye de faire fortune en vendant des parfums du sultan, etc., sur le web, mais qui déclare à des moments de tension politique, je cite, les ennemis de mon grand-père et de notre président sont les mêmes.
Vous voyez que la continuité est bien établie. Et ses ennemis, encore une fois, je ne vous le rappelle pas, c'est bien sûr l'Europe, c'est l'Occident, c'est les Juifs, c'est le sionisme, c'est les Arméniens, en veux-tu, en voilà. Et l'apogée, c'est une série télévisée épouvantable. J'en ai vu que 20 minutes parce que c'est vraiment très mauvais. C'est cinématographiquement très mauvais. Une série qui, en gros, est une glorification d'Abdulhamid, qui s'appelle, et j'ai jamais compris pourquoi, la capitale Abdulhamid. Ça n'a pas de sens. Mais le président Erdogan lui-même a déclaré à la télé que si les gens voulaient suivre, comprendre, apprendre l'histoire, il fallait regarder cette série. Et cette série, elle finit par vous sortir des choses qui sont tellement incongrues qu'on se demande comment ils arrivent à penser à de telles idioties. Alors ça, c'est une sorte de teaser, une publicité pour cette série où l'on dit: une femme ottomane, tant qu'elle reste liée, attachée à l'islam, peut à tout moment donner naissance à un Abdulhamid. Alors, quand vous connaissez la logique d'une monarchie dynastique, l'idée d'une femme donnant naissance, n'importe quelle femme, tant qu'elle est musulmane, donnant naissance à un nouvel Abdulhamid, ça va à l'encontre de la logique dynastique. En fait, et c'est là, je crois, un des problèmes majeurs, c'est une perception, une conception kémaliste. C'est-à-dire que la rhétorique, la logique, après tout, les membres de l'AKP sont des produits du kémalisme, ce sont des enfants du kémalisme, même s'ils s'insurgent contre le kémalisme, et par conséquent, leur rhétorique, la manière de penser est essentiellement fondée sur la rhétorique un peu gratuite du kémalisme, de ce que tout le monde peut participer à la chose publique, à la République. Et il y a un cas qui, je crois, illustre bien ce phénomène. Voici une photo iconique, comme on dit, une photo extrêmement populaire de Atatürk, enfin il n'est pas encore Atatürk, là il est Mustafa Kemal, apprenant les caractères latins au peuple en 1928 lors de la réforme de l'alphabet. Et il y a de cela 2 ans, Erdogan avait tout d'un coup décrété que les lycées et les collèges devraient désormais apprendre l'ottoman aux petits Turcs, aux jeunes Turcs. Depuis, il n'y a pas eu de suite parce que c'était trop compliqué à faire et surtout beaucoup trop inutile. Mais une des réactions à cette déclaration a été justement une caricature un peu photoshopée où Atatürk avait été remplacé par Erdogan et les caractères latins par des caractères arabes. Alors bien sûr, c'était une critique kémaliste, c'est-à-dire que le message ici était de dire que Erdogan est en train de démolir les acquis de la République kémaliste. Mais en fait, il y a un autre sous-texte là qui est beaucoup plus subtil et que tout le monde n'acceptera probablement pas, c'est qu'il y a un parallélisme entre Atatürk et Erdogan dans cette volonté d'instaurer un certain système, d'imposer un certain système aux autres. Donc, pour conclure, puisque mon objectif est de vous dire que, en gros, malgré le ridicule de cette continuité telle qu'elle est présentée par le gouvernement, je pense que, pour des raisons tout à fait différentes, ils ont raison. C'est-à-dire que, pour moi, la majeure transformation que Abdulhamid a imposée à l'Empire, c'est, à partir de 1876, à partir de sa montée sur le trône, c'est en gros de démanteler les structures de l'État qui avaient été créées, bâties par ses prédécesseurs, notamment ce qu'on appelle les élites des Tanzimat, c'est-à-dire les modernistes conservateurs, mais occidentalisants des années 40, 50, 1840, 1850, 1860, qui, en gros, avait essayé de constituer en Turquie un État de droit
et une sorte de gouvernement rationnel fondé sur la suprématie d'une bureaucratie organisée. Et par conséquent, le centre du pouvoir était en gros le grand vizirat, ce qu'on appellerait le bureau du Premier ministre, si vous voulez, les ministères, la bureaucratie, quelque chose qui tournait autour d'un programme extrêmement conservateur, mais quand même rationnel et surtout reposant sur un état de droit. Dès qu'il accède au pouvoir, pour des raisons diverses et variées, mais notamment une crise en 1876, avec un coup d'État, les massacres de Bulgarie, la mise au ban de l'Empire ottoman par les nations européennes, une crise parlementaire avec une constitution bâclée qui ne donne pas les résultats escomptés, Abdülhamid va complètement modifier le système en déplaçant le centre de gravité du grand vizirat au palais. Il va se constituer en autocrate, et en démantelant le système, c'est-à-dire en neutralisant tout ce qui est ministère, bureaucratie, en les forçant à une soumission systématique à sa volonté, et en remplaçant le pouvoir politique par des réseaux informels, personnels, fondé sur la délation, le copinage, la clientèle, le clientélisme et l'espionnage, il va se constituer un État tout à fait différent et de plus en plus violent, puisque cet État va revendiquer un monopole sur la volonté de survie de l'Empire. Et c'est cet argument qui, jusque dans les années 20, 30, va déterminer la manière dont la politique turque sera faite. C'est-à-dire un empire, un État vidé de ses structures, de ses institutions, que remplit un homme ou un groupe d'hommes au pouvoir et que l'on maintient par la force de l'armée et des forces de l'ordre. C'est-à-dire que l'État se résume en gros à un groupuscule de gens au pouvoir, une technocratie qui est complètement soumise à leur volonté et une armée et une police de plus en plus fortes dont le seul objectif est de maintenir la stabilité de cette structure. Et tout cela avec une sacralisation de l'État, c'est-à-dire l'argument, en gros, que la survie de l'État est beaucoup plus importante que n'importe quelle notion de liberté ou de droits individuels. Donc la soumission, en quelque sorte, des droits à l'État. Et c'est quelque chose que les unionistes, les jeunes Turcs, reprendront à leur compte, que les kémalistes reprendront à leur compte, avec une idéologie qui sera différente, mais avec des structures qui sont extrêmement similaires. C'est comme ça qu'Atatürk fonctionne. Il est président à vie, et par conséquent, il contrôle toutes les structures étatiques, en leur imposant sa volonté, mais tout cela avec quand même un semblant d'organisation et de modernité qui est encore plus accentué par le fait qu'il sautera le pas crucial, décisif de la laïcité, et que par conséquent, il présentera à l'Occident une vision extrêmement moderne, extrêmement civilisée d'un Orient, mais qui en fait cache un autoritarisme qui est de plus en plus présent dans les relations d'État à individu. Et c'est cet héritage qui, tout au long des années 40, 50, 60, sera plus ou moins endormi, représenté uniquement par l'armée et par la magistrature, qui représente les priorités de l'État kémaliste, et qui, à tout moment, lorsqu'un gouvernement veut
pratiquer une politique qui va à l'encontre, qu'elle soit à gauche ou à droite, qui va à l'encontre des lignes rouges kébalistes, l'armée intervient, la magistrature intervient. Le coup d'État de 1960, c'est ça. Le coup d'État de 1971, c'est ça. Le coup d'État de 1980, c'est ça. Et à la fin, lorsque, porté par un enthousiasme de plus en plus démocratique, l'AKP arrivera au pouvoir et promettra de démanteler justement ces structures de l'État kémaliste qui grevaient encore le système et empêchaient la réalisation de la démocratie, c'est-à-dire l'armée et la magistrature dominante, ils y réussiront, mais uniquement pour remplacer ces structures par leurs propres partisans, en quelque sorte revenant aux origines d'Abdulhamid, le fait de conquérir l'État par l'intérieur, se l'approprier et ensuite utiliser le nationalisme, la religion et la sacralisation de l'État pour justifier cette mainmise et pour se débarrasser de toute opposition à cet état de fait. Et je terminerai avec voilà, bon, ça c'est une vision des Tanzimat où on essayait de constituer une sorte de nation ottomane où toutes les religions seraient représentées. C'est ce que Abdulhamid va complètement éliminer. La Constitution de 1876, mais je terminerai avec une petite citation d'une lettre d'un pacha des Tanzimat, Ethem Pacha, il porte mon nom, donc je l'aime bien. Ethem Pacha a un collègue, Safed Pacha, en 1876, à une époque où un autre pacha est en train de se battre pour promouvoir son projet constitutionnel, celui qui sera tellement bâclé qu'il ne durera qu'une année. Et voici ce qu'il dit en turc dans cette lettre. Bize constitution dit l'institution lazımdır. C'est tellement français que vous avez peut-être déjà compris. Ce n'est pas une constitution, mais des institutions qu'il nous faut. Je pense que c'est encore le problème de la Turquie. Le fait que le démantèlement de l'État, le démantèlement de l'État de droit, le fait que l'État de droit ait été soumis à la priorité de la survie de l'État est une tare que la République de Turquie a dû supporter et qui aujourd'hui refait surface parce que nous sommes confrontés à un parti politique et à un leader politique qui a 15 ans déjà au pouvoir et qui par conséquent arrive à faire ce que cette enveloppe vide permet de faire dans un système qui est inhéremment autoritaire, conquérir l'État et se l'approprier et devenir en quelque sorte l'État. Donc ce qui nous manque, et ce qui fait la différence, je crois, entre la Turquie et les États-Unis, par exemple le Trumpistan, où vous avez un problème similaire, au Trumpistan, vous avez des institutions qui réagissent, qui essayent d'enrayer cette montée du populisme, du majoritarisme. En Turquie, il n'y en a pas. Et c'est ce qui rend la situation actuelle extrêmement dangereuse. Alors bien sûr, encore une fois, c'est ma vision des choses dans un scénario de continuité. Il est possible que les vicissitudes nous emmènent dans une direction tout à fait différente, mais en tout cas, je pense que en ce moment, il n'y a pas vraiment de raison d'espérer que cela aille dans une autre direction, pour la bonne et simple raison que la tradition, la culture politiques turcs sont fortement influencés par ce système qui, contrairement à la rhétorique que l'on nous a ressassée pendant des décennies, l'État turc n'est pas fort. Au contraire, il est extrêmement faible. Il est faible au point d'être vide et par conséquent conquérable par quiconque arrive au pouvoir et se maintient au pouvoir assez longtemps et avec un soutien populaire assez important pour pouvoir opérer cette appropriation de l'État au nom de son parti, au nom de ses ambitions, au nom de quoi que ce soit.
Et c'est pourquoi je considère que le cas Erdogan n'est pas un cas particulier, il s'inscrit dans la continuité, et bien sûr, il n'aurait pas été possible sans les victoires électorales d'Erdogan, etc. Mais encore une fois, ne pas confondre l'épiphénomène avec un problème structurel de base qui est celui de le vide de l'État, la faiblesse de l'État, et par conséquent sa vulnérabilité face aux velléités totalitaires ou autoritaires de certains acteurs politiques qui sont soutenus par une culture politique à l'échelle nationale qui est aussi extrêmement violente par moments, extrêmement xénophobe et extrêmement autoritaire. Merci.